Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du bulletin économique et politique. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets différents. Le premier, la crise du logement. Il y a un nouveau ministre, il s'est fait connaître sur les expulsions à l'Assemblée nationale. Maintenant, il doit loger les Français. On va voir ce qu'il y a dans cette crise du logement qui est terrible aujourd'hui dans notre pays. Deuxième sujet, l'ISF, ou plutôt son remplacement par ce mini-impôt que vous connaissez peut-être même pas, qui s'appelle l'IFI. Ça nous coûte 4 milliards d'euros d'impôts par an et le rapport de la Cour des comptes qui fait le bilan de l'IFI montre que l'impôt ne remplit aucun de ses objectifs. Troisième élément, il faut désmicardiser la France. Très beau projet du Premier ministre, sauf que ce gouvernement, depuis des années, fait exactement le contraire. On va rentrer dans le détail de la désmicardisation véritable de la France. Monsieur le ministre, chers collègues, cette COP28, elle est placée sous le signe du bilan. Et vous voyez bien que les inégalités, elles progressent dans ce pays. C'est bien qu'on... Non, c'est pas un autre. Non, c'est pas un autre sujet. Pouvez-vous tout simplement nous dire que c'était un accident et non un précédent ? Donc on commence par le logement. Vous savez, il y avait une vieille phrase de l'abbé Pierre qui disait « Gouverner, c'est loger son peuple ». Et c'est vrai que lorsqu'on regarde le logement, c'est toujours un indicateur avancé de la situation sociale et de la situation économique du pays. Et là, le logement, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit quelque chose de la paupérisation sociale. Je vous donne quelques chiffres pour que vous les ayez en tête. Il y a 26% des Français qui déclarent qu'ils ont froid dans leur logement. Il y a 2 ans, ils étaient 14%. Il y a 350 000 SDF dans la rue. En 2010, il y en avait 150 000. Tous les soirs, il y a 8 000 personnes qui appellent le 15 et qui n'ont pas de réponse pour de l'hébergement d'urgence. Dans ces 8 000 personnes, il y a 3 000 mineurs, 3 000 enfants qui se retrouvent dans cette situation. Ça vous dit quelque chose de l'état du mal logement dans le pays. Et le rapport de l'Abbé Pierre, le 29e rapport de la Fondation Abbé Pierre, il le montre de manière très claire et de manière très criante. Ensuite, vous savez, en économie, on dit toujours quand le bâtiment va, tout va. C'est vrai que c'est pas seulement un adage, c'est quelque chose qu'on constate dans les faits. Et là, sur le front économique, du point de vue du logement, pareil, c'est à l'arrêt, c'est un système qui ne fonctionne plus. Vous avez 30% de mises en chantier en moins par rapport à l'année précédente. Le patron de Nexity, qui connaît un petit peu son sujet en matière d'immobilier, il nous dit qu'il y a 300 000 emplois qui seront détruits en 2024 parce que le secteur est en crise, parce que partout, on est en train de perdre de l'emploi sur le secteur de l'immobilier. Donc vous voyez bien le problème. Crise sociale, avec des gens qui n'ont pas de logement, des gens qui sont mal logés, 2 millions de personnes qui sont en attente d'un logement, et de l'autre, une crise de la construction du logement. Alors face à ça, on a un gouvernement dont on pourrait s'attendre qui se mette de manière très claire et de manière très déterminée à traiter le sujet. Or, quelle est la spécificité de ce gouvernement ? C'est qu'il a commencé, Emmanuel Macron, en 2017, par un acte très clair, la baisse des APL. Et il n'a fait que conduire la même politique de l'abaissement du soutien public au logement. On est à un soutien public, tout le périmètre public, au total de 1,6% du PIB. Historiquement, on était à 2,4%. Il manque 15 milliards d'euros pour retrouver un niveau de construction du logement qui soit digne de ce nom. Donc voilà où nous a amené le gouvernement. Et maintenant, il y a un ministre qui arrive, M. Carabassian, qui s'est fait connaître à l'Assemblée nationale parce qu'il disait qu'il fallait redonner confiance aux propriétaires et faciliter les expulsions locatives. Le sujet, ce n'est pas d'expulser les gens, le sujet, c'est de loger les Français. Et donc, c'est évidemment ce que ce gouvernement ne parvient pas à faire. Pour mener une vraie politique du logement, il faut faire quoi ? Il faut faire 3 choses. 1, il faut mieux mobiliser le parc privé. Ce n'est pas possible qu'il y ait des centaines et des centaines de logements qui soient dans Paris, inoccupés. Il faut qu'il y ait une politique et une stratégie fiscale qui empêche ce type d'attitude de se produire. Il faut que les logements et les habitations qui sont en déshérence, normalement, il faut 30 ans pour qu'ils reviennent dans le giron public. Il faut faire en sorte que ce soit possible en à peine 10 ans. Et puis, il faut que dans le parc privé, on continue à travailler sur les questions de loyer pour que les gens puissent se loger à des prix décents. Je vous donne un exemple, les 10% de Français les plus pauvres, ils consacrent 55% de leurs revenus pour pouvoir payer leur logement. C'est énorme, c'est des chiffres qui sont colossaux. Donc ça, c'est très important. Deuxième chose, en fait, on ne réinvente pas la roue dans le monde du logement. Il y a une chose qui marche à coup sûr, c'est l'aide à la pierre. L'aide à la pierre, c'est ce qui permet de construire du logement en masse. Il y a 200 000 logements qui devraient être financés chaque année. Il y a des prêts à taux zéro pour les bailleurs sociaux. Tout ça, il faut évidemment qu'on le mette en place. Et puis troisième chose, c'est le parc actuel. Qu'est-ce qu'on en fait de ce parc actuel ? Il y a de la rénovation énergétique à faire. Il y a pour les marchands de sommeil à rendre obligatoire le permis de louer, parce qu'aujourd'hui, il y a des taudis qui sont loués dans ce pays. Moi, j'habite à côté de Creil, à côté de chez moi, je vois tous les jours des taudis, des gens qui détournent le permis de louer parce que nous, on a essayé de mettre ça en place. Donc voilà la réalité sur le secteur du logement, voilà ce qu'il faut faire, et pour l'instant, le gouvernement, il n'est pas au rendez-vous.
Deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est ce fameux rapport de la Cour des comptes sur l'IFI. L'IFI qui est l'impôt qui a remplacé l'ISF. Bon, l'IFI déjà, première chose à savoir, il concerne moitié moins de monde que l'ISF. Comme ça déjà, le périmètre il est bien réduit. Vous avez 150 000 personnes aujourd'hui qui sont éligibles à l'IFI, vous en aviez plus de 350 000 pour l'ISF. L'IFI, il rapporte 2 petits milliards d'euros par an, l'ISF en rapportait 6 milliards. L'IFI, il s'attaque aux millionnaires, mais il épargne les milliardaires. Pourquoi? Parce que la fortune des milliardaires, ce sont des titres financiers, ce sont des titres différents. La fortune des millionnaires, c'est d'abord du patrimoine immobilier. Et comme l'immobilier est la seule chose qui est ciblée par l'IFI, eh bien vous avez un impôt qui en fait s'attaque aux riches, mais qui épargne les ultra-riches. Et donc là, on est vraiment dans une configuration typique du macronisme. Et donc, qu'est-ce qu'a été faire le rapport de la Cour des comptes? Il a été voir si l'impôt il avait atteint ses objectifs. Quels étaient les objectifs de cet impôt? Premier objectif, faire revenir, nous disait-on, une vague d'exilés fiscaux qui se seraient rendus compte que la France était finalement un beau pays et qui pouvaient rentrer. Eh bien, la réalité des chiffres, c'est quelques dizaines à peine de personnes qui sont revenues en France. Et pour la plupart, lorsqu'on regarde les choses dans le détail, c'est souvent lié au Brexit plus qu'aux évolutions de la fiscalité. Donc, de ce point de vue-là, le rapport dit que les choses ne sont pas atteintes. Deuxième chose, il fallait cibler, disait le gouvernement, l'immobilier pour que les gens investissent dans le productif, l'investissement productif. Ça n'a rien changé à la manière dont les gens investissaient entre l'immobilier et le reste des investissements productifs. Et puis ce que pointe la Cour des comptes, c'est que comme le taux de l'IFI est faible, c'est un impôt qui est très peu contrôlés par les services fiscaux, moins de 2% de niveau de contrôle. Et puis ça ne les intéresse pas trop les services fiscaux parce que comme le taux est si faible, même quand ils ont un contrôle, ils obtiennent des rendements qui sont peu élevés et donc dans le système de vérification, c'est dépositionné. Or, c'est quand même extrêmement important ce que disait la Cour des comptes que du temps de l'ISF, on avait des informations sur le patrimoine des plus grandes fortunes, on pouvait voir les différents patrimoines en France et à l'étranger et voir le type d'évasion ou de détournement des procédures qui pouvaient exister. Donc voilà, IFI, 4 milliards d'euros de pertes d'argent public par an depuis que ça a été mis en place et un impôt qui n'a atteint aucun de ses objectifs. Troisième sujet, désmicardisation de la France. C'est dans le discours d'Attal lorsqu'il est venu nous ici au Sénat, lorsqu'il l'a prononcé à l'Assemblée nationale. Pourtant, depuis qu'Emmanuel Macron est aux affaires, c'est tout l'inverse qui s'est passé. En 2020, il y avait 12% de personnes qui étaient au SMIC dans ce pays. Aujourd'hui, ils sont 17%. 17% des salariés qui travaillent, ils sont au SMIC. Si on prend le SMIC avec une vision un peu large, de 1 SMIC à 1,5 SMIC, vous avez 50% des Français qui sont dans cette fourchette entre 1 et 1,5 SMIC. Alors, comment on comprend ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, tout d'un coup, on n'arrive plus à avoir des salaires qui augmentent? Les choses, elles sont assez simples. En fait, les salaires, ils augmentaient quand les syndicats, ils avaient du pouvoir dans la négociation salariale. Or, depuis les lois El Khomri-Macron, Pénicaud, les ordonnances Pénicaud, toutes les mesures qui ont été faites sur le marché du travail, elles n'ont eu qu'un but, affaiblir le pouvoir des salariés. Ce qui se négociait au niveau national, ça se négocie au niveau de la branche. Ce qui se négocie au niveau de la branche, ça se négocie au niveau de l'entreprise. Dans l'entreprise, c'est là où le chantage à la délocalisation il peut être le plus fort. C'est là où les salariés sont dans la plus grande difficulté pour négocier. Et puis, quand vous modifiez les règles de l'assurance chômage, vous jouez aussi avec le pouvoir des négociations des salariés. Parce que si tout d'un coup, vous savez que vous serez indemnisé moins longtemps, que votre niveau d'indemnisation sera plus faible, et bien quand vous allez en négociation, vous y allez un peu plus en tremblant. Donc en fait, ils ont mis en place tout un système qui empêche les salariés d'aller renégocier des hausses de salaire dignes de ce nom. Et après, ils viennent pleurer des larmes de crocodile en disant vraiment, quel dommage que les salaires n'augmentent pas dans ce pays. Donc si on veut revenir là-dessus, si on veut que les salaires augmentent, il faut remettre les salariés dans une situation de négociation et donc rétablir un peu d'égalité dans la relation de travail et dans la relation salariale. Donc ça, c'est fondamental. Nous, socialistes, il y a une autre chose qu'on propose pour sortir de la smicardisation. C'est quelque chose d'assez simple, ce qu'on appelle le facteur 12. Le facteur 12, c'est quoi? C'est que dans une entreprise, dans un collectif de travail, entre le premier et le dernier, entre le patron et le dernier, celui qui est le moins bien payé, il y a maximum un écart de 1 à 12. Et vous allez voir que donc tout le monde doit augmenter en même temps. Et vous allez voir que si vous imposez des mesures de ce type-là, si vous imposez le fait qu'un homme, parce que facteur 12, on ne l'a pas pris pour rien, ça veut dire qu'un homme ne peut pas gagner autant qu'un autre en 12 mois. C'est ça la logique du facteur 12. Donc un en un mois, pas autant qu'un autre en un an, en tout cas pas plus. L'idée, c'est qu'une fois que vous mettez ça en place, c'est que quand les salaires augmentent pour le premier, ils augmentent forcément pour le dernier. Et donc là, vous allez voir des dynamiques salariales différentes se mettre en place. Voilà ce que nous, on propose pour désmicardiser la France, alors que pour l'instant, le gouvernement Attal, ce sont que des mots et que des mots.
Voilà les amis, 3 sujets importants. J'ai essayé de passer le maximum d'informations, ne pas se laisser piéger dans les éléments de langage du Premier ministre pour pouvoir se défendre économiquement et porter loin nos idées. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bulletin économique et politique.